Plus de 80 millions de personnes ont vécu sous le régime nazi pendant 12 ans sans se rebeller massivement. Ce n'était pas par ignorance, c'était par peur. Depuis 1933, l'État allemand a construit un système où un mot, une dénonciation ou un soupçon suffisait pour perdre la liberté, le travail ou la vie. Des arrestations sans procès, une surveillance constante et des punitions sélectives ont fait du silence une norme sociale. Il n'était pas nécessaire de soutenir le régime, il suffisait de ne pas se faire remarquer, de ne pas poser de questions et de ne pas parler. La répression n'avait pas besoin d'être permanente ni visible pour tous. Elle a fonctionné parce qu'elle était imprévisible, légalisée et renforcée par la société elle-même. Des voisins dénonçaient des voisins, des familles s'auto-censuraient. La peur est devenue quotidienne. Comment un système capable de paralyser toute une nation a-t-il été construit ? Pourquoi des millions ont choisi de se taire même lorsque la violence était évidente ? Et que se passe-t-il quand la peur cesse de protéger et commence à échouer ? La naissance de la terreur, quand la peur est devenue une politique d'État. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler a été nommé chancelier de l'Allemagne lors d'un acte constitutionnel légitime. Il n'y a pas eu de coup d'État, pas de chars dans les rues, ni de proclamations révolutionnaires à l'aube. Le pouvoir est arrivé à travers des négociations politiques, des pactes entre élites et la signature de documents officiels. Cette apparence de normalité juridique a été fondamentale pour comprendre comment la peur a pu s'installer par la suite sans provoquer une résistance massive immédiate. Le régime n'est pas né en détruisant l'ordre, il est né en se l'appropriant. Pendant les premières semaines, de nombreux Allemands observaient avec prudence, mais sans alarme excessive. Hitler était arrivé au pouvoir par des procédures reconnaissables. Les partis politiques continuaient d'exister, les journaux continuaient à être publiés, les institutions fonctionnaient. La vie quotidienne n'a pas changé immédiatement. Cette continuité superficielle masquait un processus beaucoup plus profond, la transformation de la peur d'émotions passagères en outil permanent de gouvernement. Le régime a compris dès le départ que le contrôle absolu ne pouvait pas être réalisé uniquement par la violence désorganisée. La répression chaotique génère de la résistance. La répression systématique génère une paralysie. C'est pourquoi la première étape n'a pas été d'attaquer toute la société, mais d'identifier avec précision qui attaquait en premier. Les communistes, les sociaux-démocrates, les syndicalistes et les opposants déclarés ont été désignés comme des menaces concrètes. Cette focalisation initiale avait un objectif stratégique, apaiser le reste de la population. Le message était implicite mais clair. Le danger a un nom et un prénom. Et si vous ne faites pas partie de ce groupe, vous n'avez pas à craindre. Cette segmentation a permis à de larges secteurs de la société allemande de tolérer les premières détentions. Il ne s'agissait pas d'une adhésion enthousiaste, mais d'une logique défensive compréhensible. Tant que la punition semblait viser les autres, la menace restait distante. La peur fonctionnait alors comme un instrument de séparation. Elle créait des frontières invisibles entre ceux qui étaient en risque immédiat et ceux qui pouvaient encore être considérés comme en sécurité. Le 27 février 1933, le bâtiment du Reichstag a brûlé. Les circonstances de l'incendie restent historiquement contestées, mais sa conséquence politique a été immédiate et indiscutable. Le gouvernement a présenté l'événement comme une preuve d'une conspiration communiste imminente et a utilisé l'urgence pour obtenir des pouvoirs exceptionnels. Le lendemain, le décret de l'incendie du Reichstag a été voté, suspendant les libertés fondamentales d'expression, de réunion, de la confidentialité du courrier et des communications et l'inviolabilité du domicile. Ce qui était décisif n'était pas seulement le contenu du décret, mais sa forme. Il ne s'est pas présenté comme une rupture avec la légalité, mais comme son application dans des circonstances extraordinaires. L'état de droit n'a pas été aboli ouvertement. Il a été réinterprété. Cette distinction est fondamentale. Lorsque la répression est perçue comme illégale, elle peut générer une résistance morale. Lorsqu'elle est perçue comme légale, elle génère confusion et passivité. La peur est ainsi protégée par l'apparence de légitimité. Les semaines suivantes ont confirmé que le décret n'était pas une mesure temporaire. Des milliers de personnes ont été arrêtées sans charge formelle, sans procès, sans délai défini. Elles disparaissaient de leur foyer pendant la nuit
et réapparaissaient des semaines ou des mois plus tard dans des centres de détention improvisés. D'autres ne réapparaissaient tout simplement pas. L'incertitude quant au destin des détenus amplifiait la terreur. Ne pas savoir ce qui se passait était, dans de nombreux cas, plus terrifiant que de le savoir. L'application du décret a révélé une autre caractéristique essentielle du système en formation, l'arbitraire sélectif. Il n'existait aucun critère public clair sur qui serait arrêté. Cela empêchait les personnes de pouvoir calculer rationnellement leur niveau de risque. Deux individus avec des comportements apparemment similaires pouvaient avoir des destins radicalement différents. Cette imprévisibilité paralysait plus qu'une répression totalement indiscriminée, car elle maintenait vive l'espoir d'échapper à la punition par l'obéissance, sans offrir de garantie réelle de protection. En mars 1933, le Reichstag a adopté la loi d'habilitation qui permettait au gouvernement de légiférer sans approbation parlementaire. Formellement, le Parlement continuait d'exister, mais il avait cédé sa fonction essentielle. Ce transfert de pouvoir a complété la structure légale de la peur. À partir de ce moment, le régime pouvait redéfinir les règles sans obstacles institutionnels. La loi a cessé d'être une limite au pouvoir pour devenir son expression directe. Le vote pour la loi habilitante a illustré le climat d'intimidation qui régnait déjà. Le bâtiment parlementaire était entouré par des membres des SA et des SS. À l'intérieur de la salle, la présence en uniforme était visible et menaçante. Plusieurs députés de l'opposition avaient déjà été arrêtés ou empêchés d'assister. Le vote n'a pas été libre dans un sens significatif, mais a conservé l'apparence formelle de l'égalité démocratique. Cette combinaison de violences voilées et de procédures juridiques serait caractéristique du régime. La dissolution progressive des partis politiques et des syndicats indépendants a éliminé les espaces où l'opposition pouvait s'articuler collectivement. Il ne s'agissait pas seulement d'interdire des organisations, mais de détruire des réseaux de solidarité. La peur isolée est beaucoup plus efficace que la peur partagée. Lorsque les personnes perdent des structures collectives de soutien, elles se retrouvent exposées individuellement face au pouvoir de l'État. Le Parti social-démocrate, qui avait voté contre la loi d'habilitation, fut interdit en juin 1933. Le Parti communiste avait été pratiquement détruit après l'incendie du Reichstag. Les partis de centre et de droite se sont autodissolus sous pression. Pour juillet, le Parti national-socialiste était la seule organisation politique légale en Allemagne. Ce monopole politique n'éliminait pas seulement les alternatives électorales, il éliminait la possibilité même d'imaginer un futur politique différent. Parallèlement, la construction d'un appareil répressif spécifiquement conçu pour générer de l'incertitude a commencé. La Gestapo, la police secrète de l'État, ne fonctionnait pas comme une force policière conventionnelle. Son efficacité ne dépendait pas de sa taille réelle, qui, pendant les premières années, était relativement limitée, mais de la perception de son omniprésence. Le citoyen ordinaire ne savait pas combien d'agents il y avait, où ils se trouvaient, ni quels critères ils appliquaient. Cette opacité était délibérée. La peur fonctionne mieux lorsque son étendue est incertaine. La Gestapo agissait en dehors des contrôles judiciaires traditionnels. Elle pouvait arrêter, interroger et détenir indéfiniment sans rendre de compte devant des tribunaux ordinaires. Cette autonomie légale en faisait un instrument pur de volonté politique. Elle n'appliquait pas les lois au sens conventionnel, elle appliquait la logique du régime. Et cette logique était, par conception, imprévisible pour le citoyen ordinaire. Les premiers camps de concentration ont été établis en 1933, initialement présentés comme des centres de détention préventive pour des éléments dangereux. Dachau, inauguré en mars de cette année, était le modèle initial. Ces camps n'étaient pas complètement cachés. Leur existence était connue de manière diffuse. Des rumeurs, des références indirectes, des histoires fragmentaires circulaient parmi la population. Le régime n'avait pas besoin de révéler tous les détails. Il suffisait que les gens sachent qu'il existait des endroits où l'on pouvait être envoyé sans garantie procédurale. La figure de la détention préventive était particulièrement insidieuse. Il ne s'agissait pas d'une punition pour des crimes commis, mais d'une mesure soi-disant protectrice contre des crimes potentiels. Cette logique inversait la présomption d'innocence. Quiconque pouvait être considéré comme une menace future et, par conséquent, susceptible de détention. La peur ne dépendait plus uniquement de ce que l'on faisait, mais de ce qui était interprété comme ce que l'on pourrait faire.
L'utilisation stratégique de la violence sélective a renforcé ce système. Il n'était pas nécessaire de réprimer massivement, il suffisait de punir de manière visible et disproportionnée des individus spécifiques. Chaque arrestation publique, chaque perquisition nocturne, chaque disparition remplissait une fonction pédagogique. Le message n'était pas seulement destiné à la victime directe, mais à tous ceux qui observaient ou prenaient connaissance. La terreur se propageait par contagion informative. Pendant 1934, le régime a consolidé son contrôle par l'élimination des menaces internes. La nuit des couteaux longs, en juin, a été une purge au sein du mouvement nazi lui-même, dirigé contre la direction des SA et d'autres considérés comme des rivaux potentiels. Ce qui est significatif dans cet épisode, ce n'est pas seulement la violence interne, mais son impact psychologique sur la population générale. Si le régime était capable d'exécuter ses propres membres sans procès, personne ne pouvait se considérer véritablement protégé par la loyauté ou la position. Les SA, les troupes d'assaut du parti, avaient été fondamentales dans l'ascension au pouvoir. Son leader, Ernst Röhm, était l'un des nazis les plus anciens et proches d'Hitler. Cependant, lorsqu'il fut perçu comme une menace potentielle, il fut exécuté avec des dizaines d'autres. Ce fait a démontré que la proximité au pouvoir ne garantissait pas la sécurité. La loyauté passée n'offrait pas de protection contre la suspicion présente. La peur a ainsi pénétré même les élites du régime. La mort du président Hindenburg, en août 1934, a permis à Hitler de fusionner les fonctions de chancelier et de chef de l'État. Ce pas a éliminé le dernier contrepoids symbolique. À partir de ce moment, toute la structure étatique convergeait en une seule figure. L'obéissance à l'État et l'obéissance au leader sont devenues indistinguables. La peur n'avait plus de destinataires multiples, elle avait une source unifiée et absolue. Le serment de loyauté personnelle que les forces armées ont prêté à Hitler après la mort de Hindenburg était un autre pas décisif. Les militaires ne juraient plus de défendre la Constitution ou la nation de manière abstraite, mais à un individu spécifique. Cette personnalisation du pouvoir renforçait la structure de la peur. Désobéir à une loi abstraite est psychologiquement différent de désobéir à une personne qui a été transformée en symbole absolu d'autorité. À la fin de 1934, le paysage politique et social de l'Allemagne avait radicalement changé. Les institutions continuaient de fonctionner en apparence, mais avaient été vidées de leur contenu réel. Le travail, l'école, la vie de famille continuaient, mais dans des conditions profondément modifiées. La peur avait cessé d'être une réponse occasionnelle à des événements spécifiques pour devenir un composant structurel de l'existence quotidienne. Ce processus n'était ni chaotique ni improvisé. C'était une séquence délibérée d'étapes conçues pour transformer le comportement social sans provoquer une rupture violente immédiate. Le régime a construit la peur comme on construit une infrastructure, avec planification, avec des étapes définies, avec des objectifs clairs. D'abord, il a identifié des ennemis, ensuite il a suspendu des garanties, puis il a éliminé des contrepoids institutionnels et enfin il a normalisé la répression. Ainsi s'est achevée la naissance de la terreur comme politique d'État. Elle ne surgit pas d'une explosion unique, mais d'une accumulation calculée de mesures qui redéfinirent les relations entre pouvoir, loi et société. La peur n'était plus une conséquence accidentelle du gouvernement, c'était son méthode fondamentale de contrôle, et une fois installée dans la structure de l'État, elle n'avait plus besoin de se justifier constamment. Elle existait simplement, comme l'air que l'on respire. La surveillance invisible, quand tout le monde pouvait être l'ennemi. Une fois le peur consolidé en tant que politique d'État, le régime nazi a fait face à un défi technique considérable. Comment maintenir le contrôle sur des millions de personnes sans disposer de ressources illimitées pour la surveillance directe? La solution était aussi efficace qu'inquiétante. Transférer une partie de la fonction de contrôle à la société elle-même. La peur cesserait de dépendre exclusivement de la présence physique d'agents étatiques pour devenir un phénomène social autosuffisant. La Gestapo n'a jamais eu la capacité opérationnelle de surveiller activement toute la population allemande. En 1937, le total des fonctionnaires de la police secrète dans toute l'Allemagne avoisinait 7000 personnes. Pour une nation de plus de 60 millions d'habitants, cette proportion était ridiculement faible si l'on s'attendait à un contrôle direct et constant. Cependant,
le régime comprit que la surveillance effective ne nécessitait pas une omniprésence réelle, mais la perception généralisée que personne ne pouvait être sûr de n'être pas observé. Cette perception a été construite grâce à la promotion systématique de la dénonciation civile. Dès les premières années du Troisième Reich, le régime a activement encouragé l'idée que signaler des comportements suspects était un devoir patriotique. La propagande présentait le dénonciateur non pas comme un traître envers ses voisins, mais comme un gardien de la communauté nationale. Cette inversion morale a été cruciale. Dénoncer a cessé d'être honteux pour devenir vertueux. Les dénonciations parvenaient aux autorités par plusieurs canaux: lettres anonymes, rapports verbaux dans les commissariats, communication à travers des organisations du parti. Il n'existait pas de procédure unique ni standardisée, ce qui facilitait l'acte même de dénoncer. Quiconque, à tout moment, pouvait désigner une autre personne sans avoir besoin de preuves solides ni d'affronter des conséquences immédiates pour de fausses accusations. Ce qui est significatif, c'est que bon nombre de ces dénonciations ne découlaient pas de convictions politiques profondes. Les archives de la Gestapo révèlent qu'une proportion considérable des accusations étaient liées à des conflits personnels, à des disputes de propriété, à des rivalités professionnelles, à des jalousies romantiques ou simplement à de la malveillance. Le système offrait un canal légitimé pour transformer des ressentiments privés en armes politiques. Quelqu'un mécontent de son voisin pouvait l'accuser de faire des commentaires critiques sur le régime. Quelqu'un intéressé par un poste de travail pouvait dénoncer celui qui l'occupait pour manque d'enthousiasme nazi. Cette instrumentalisation des conflits quotidiens a eu un effet dévastateur sur la confiance sociale. Les relations interpersonnelles ont été traversées par un soupçon permanent. Il ne s'agissait pas seulement de craindre la Gestapo, mais de craindre quiconque pourrait utiliser le système à son propre avantage. L'ennemi n'était plus uniquement l'État répressif, mais potentiellement n'importe qui dans l'entourage proche. Les lieux de travail sont devenus des espaces de surveillance particulièrement intenses. Les usines, bureaux et administrations publiques étaient des environnements où les gens passaient de longues heures et où les tensions professionnelles étaient communes. Un commentaire imprudent pendant une pause, une blague mal interprétée, une absence à un acte officiel du parti pouvaient être signalés. La compétition professionnelle se mêlait à la loyauté politique perçue. Ceux qui aspiraient à des promotions pouvaient améliorer leur position en montrant une vigilance active sur leurs collègues. Cette dynamique a engendré un phénomène psychologique profond, l'autocensure préventive. Les personnes ont commencé à filtrer leurs mots non seulement en fonction de ce qu'elles pensaient, mais aussi en fonction de la manière dont ils pourraient être interprétés par autrui. Chaque conversation devenait un exercice de calcul des risques. Il ne suffisait pas de ne rien dire de dangereux, il était nécessaire d'éviter toute chose qui pourrait être mal interprétée comme dangereuse. Le foyer, traditionnellement l'espace le plus intime et protégé, a également été compromis. Les organisations juvéniles nazies, comme les jeunesses hitlériennes, inculquaient aux enfants et aux adolescents l'idée que la loyauté envers le régime était supérieure à tout lien familial. On a connu des cas d'enfants qui ont dénoncé leurs parents pour des commentaires critiques faits à table. Bien que ces cas n'étaient pas majoritaires, leur simple existence suffisait à semer le doute. Les parents ont commencé à mesurer leurs mots même devant leurs propres enfants. Cette fracture du noyau familial a eu des conséquences psychologiques profondes. Le foyer a cessé d'être un refuge émotionnel absolu. La vie privée a été érodée de l'intérieur. La peur a pénétré les relations les plus fondamentales de la vie humaine. Les écoles fonctionnaient comme des centres d'endoctrinement, où l'on enseignait non seulement l'idéologie nazie, mais aussi la surveillance active. Les enseignants rapportèrent des informations sur les élèves rapportèrent des informations sur les familles vivaient avec la conscience que tout commentaire fait à la maison pouvait finir par être transmis. Le système éducatif a cessé d'être seulement un espace de formation intellectuelle pour devenir un réseau d'information politique. Un autre élément fondamental était l'ambiguïté délibérée sur ce qui constituait une conduite punissable. Il n'existait pas de liste exhaustive et publique de comportements interdits. Les concepts étaient intentionnellement vagues: défaitisme, attitude antisociale, manque d'enthousiasme, commentaires malveillants. Cette imprécision obligeait les personnes à interpréter constamment ce qui était dangereux et ce qui ne l'était pas, et en cas de doute,
la plupart choisissaient des restrictions excessives plutôt que de prendre des risques. Le manque de clarté remplissait une fonction stratégique. Si les règles avaient été précises, les gens auraient su exactement jusqu'où ils pouvaient aller. L'ambiguïté élargissait le territoire de la peur. Toute action pouvait potentiellement être interprétée comme hostile. Cette incertitude générait une autocensure beaucoup plus large que celle qu'aurait produite une interdiction explicite. La surveillance s'est également étendue aux espaces récréatifs et culturels. Les clubs sportifs, les associations culturelles, les groupes religieux, tous ont été soumis à observation. Les organisations indépendantes ont été dissoutes ou intégrées dans des structures contrôlées par le parti. Cela a éliminé les lieux où les gens pouvaient se réunir sans supervision idéologique directe. La vie sociale a été réorganisée, de sorte que pratiquement, il n'existait pas d'espace véritablement libre de présence étatique. Les églises ont représenté un cas particulier. Bien que le régime ait évité des confrontations massives avec les institutions religieuses établies, il a exercé une pression constante sur les prêtres et les fidèles jugés peu fiables. Les sermons étaient surveillés, les activités juvéniles religieuses rivalisaient avec les organisations nazies, et les clercs critiques faisaient face à des harcèlements administratifs allant jusqu'à des arrestations directes. La correspondance privée était également soumise à une surveillance potentielle. Bien que toutes les lettres ne soient pas lues, le simple fait qu'elles puissent l'être modifiait la façon dont les gens écrivaient. Les communications sont devenues prudentes, chargées d'euphémismes, dépourvues de tout contenu qui pourrait être interprété comme critique. Même l'écriture privée s'auto-censurait. Avec le temps, cette surveillance ubiquitaire a produit un phénomène particulièrement troublant, l'internalisation de l'observateur. Même lorsqu'une personne était complètement seule, la peur persistait. Les idées filtraient avant de devenir des mots, même lorsqu'il n'y avait personne présent pour les écouter. La pensée critique était réprimée de manière presque automatique. Le contrôle externe s'était transformé en autocontrôle inconscient. Cette internalisation de la peur a eu des conséquences durables. Elle ne modifiait pas seulement le comportement public, mais elle altérait également les processus mentaux internes. Les gens cessaient d'articuler pleinement leurs doutes, même dans l'intimité de leur propre esprit. Le régime avait réussi à s'infiltrer non seulement dans les rues, mais aussi dans la conscience individuelle. L'efficacité de ce système dépendait de son caractère probabilistique. Il n'était pas nécessaire que tout le monde soit dénoncé, juste que tout le monde sache qu'il pouvait l'être. Il n'était pas nécessaire que toutes les dénonciations soient enquêtées, juste que certaines le soient. La possibilité de punition était suffisante pour modeler le comportement. La peur agissait non par certitude, mais par incertitude calculée. Au fur et à mesure que le système mûrissait, de nombreux Allemands ne percevaient plus cette surveillance comme une anomalie. Elle est devenue partie du paysage social normal. Les gens ont ajusté leurs attentes et redéfini leur notion de privacy, ce qui, en 1932, aurait semblé une intrusion intolérable, en 1937, était accepté comme partie de la vie ordinaire. Cette normalisation était peut-être le succès le plus profond du système de surveillance invisible. Elle n'a pas généré de résistance constante car elle a cessé d'être perçue comme quelque chose contre laquelle résister. Elle s'était tellement intégrée dans l'expérience quotidienne que beaucoup de personnes ont cessé de la remettre en question consciemment. La fragmentation sociale résultante a affaibli toute possibilité d'opposition organisée. La résistance collective nécessite confiance, communication et solidarité. En détruisant la confiance horizontale entre citoyens, le régime a éliminé les conditions fondamentales pour l'action collective. Chaque personne est restée isolée dans sa propre peur, incapable de savoir avec certitude qui partageait ses doutes et qui pourrait la dénoncer. Pour beaucoup, la vie sous ce système ne se vivait pas comme une terreur permanente, mais comme une série de petites précautions. Ne pas parler de politique en public, éviter certaines compagnies, montrer de la conformité lorsque c'était nécessaire. Ces adaptations étaient graduellement et apparemment mineures. Cependant, accumulées, elles construisaient une société profondément transformée. Ainsi, la surveillance invisible a rempli sa fonction primordiale. Elle n'a pas eu besoin d'agents à chaque coin de rue, ni de microphones dans chaque foyer. Il a suffi d'éroder la confiance, de semer le doute et de transformer les citoyens en surveillants potentiels les uns des autres.
La peur n'a plus été quelque chose que l'État imposait uniquement d'en haut. Elle est devenue quelque chose que la société reproduisait horizontalement, à chaque interaction, à chaque mot mesuré, à chaque silence calculé. Lorsqu'une société apprend à se surveiller elle-même, le pouvoir n'a plus besoin de se donner tant de mal. Le contrôle devient autosuffisant. Et la peur, une fois répartie entre des millions de personnes, devient presque impossible à déraciner. Punition exemplaire, quand la souffrance de quelques-uns a éduqué des millions. La surveillance invisible générait une peur diffuse, mais le régime nazi comprit que l'incertitude soutenue devait être périodiquement renforcée par des exemples concrets de ce qui pouvait se passer lorsque des lignes interdites étaient franchies. La punition exemplaire ne remplissait pas uniquement la fonction d'éliminer des opposants individuels. Son principal objectif était pédagogique. Chaque arrestation publique, chaque procès politique, chaque disparition mystérieuse fonctionnait comme une leçon collective destinée à des millions de personnes qui ne seraient jamais punies directement, mais qui apprendraient en observant le destin des autres. La terreur visible agissait selon une logique multiplicatrice. Une seule arrestation spectaculaire pouvait modifier le comportement de milliers. Un procès truqué diffusé par la presse influençait des communautés entières. Une exécution connue par des rumeurs faisait taire des régions entières. Le régime n'avait pas besoin de punir massivement, il devait punir stratégiquement en s'assurant que chaque acte répressif remplisse la plus grande fonction dissuasive possible. Les arrestations ont commencé à acquérir une théâtralité calculée dès les premières années du régime. Les détentions ne se produisaient pas toujours en secret la nuit, bien que cela fût également une tactique employée. Dans de nombreux cas, les arrestations étaient délibérément publiques. Des agents de la Gestapo ou des membres des SS venaient à des domiciles, des lieux de travail ou des espaces publics à des heures où la visibilité était garantie. Le détenu était emmené sous les yeux de voisins, de collègues ou de passants. Cette visibilité remplissait plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle confirmait que l'appareil répressif était réel et actif. La menace abstraite se matérialisait dans des corps concrets étant emmenés de force. Deuxièmement, elle générait un impact émotionnel immédiat sur ceux qui assistaient à la scène. Voir quelqu'un de connu être arrêté produisait un effet psychologique beaucoup plus profond que d'entendre simplement que des arrestations se produisaient quelque part au loin. Troisièmement, elle initiait un processus de propagation de l'information. Ceux qui étaient témoins de l'arrestation en parlaient avec d'autres, et l'histoire se diffusait de manière géométrique. Les interrogatoires prolongés faisaient également partie de cette stratégie. Les familles des détenus restaient dans l'incertitude absolue. Elles ne savaient pas où se trouvaient leurs proches, de quoi il était exactement accusé, combien de temps durerait la détention, ni ce qui lui arrivait. Ce manque d'informations était délibéré. L'incertitude amplifiait la terreur. Les familles vivaient des semaines ou des mois dans une angoisse qui était visible pour leur entourage social. Voisins, amis et connaissances observaient ce souffrance indirecte et tirèrent leurs propres conclusions sur les risques de la dissidence. Les camps de concentration ont joué un rôle central dans ce système de terreur exemplaire. Bien que la majorité des Allemands ne les ait jamais vus directement, leur existence était largement connue. Ce n'était pas un secret absolu, mais une menace semi-publique. On savait qu'il existait des endroits où les personnes étaient envoyées sans jugement conventionnel, où les conditions étaient brutales et où la durée de la réclusion était arbitraire. Certains prisonniers politiques étaient finalement libérés, surtout dans les premières années. Ces retours n'étaient pas des actes de clémence gratuite, mais faisaient partie de la fonction pédagogique du système. Les libérés retournaient dans leur communauté marqués physiquement et psychologiquement. Leur aspect physique détérioré, leur état émotionnel affecté et, surtout, leur silence forcé sur ce qu'ils avaient vécu transmit un message plus puissant que n'importe quelle propagande officielle. Ils n'avaient pas besoin de parler explicitement, leur corps racontait l'histoire. De plus, de nombreux libérés avaient été contraints de signer des documents, s'engageant à ne pas parler de leur expérience sous la menace d'être à nouveau arrêtés. Cette prohibition créait un paradoxe communicatif. Leur présence confirmait que les camps existaient et étaient terribles, mais leur silence empêchait de connaître des détails spécifiques. Cette combinaison de preuves visibles et d'opacité informationnelle maximisait la terreur.
L'imagination complétait ce que l'information omettait, et l'imagination sous la peur tend à élaborer des scénarios pires que la réalité confirmée. Les procès politiques ont constitué un autre outil fondamental de punition exemplaire. Le système judiciaire allemand, qui avant 1933 avait bénéficié d'une certaine indépendance, a progressivement été subordonné à des objectifs politiques. Des tribunaux spéciaux ont été créés, spécifiquement conçus pour juger des crimes politiques. Le tribunal du peuple, établi en 1934, est devenu le plus notoire de ces instruments. Ces tribunaux ne fonctionnaient pas selon des principes juridiques traditionnels. Les jugements étaient fréquemment décidés avant le procès. La défense était purement formelle. Les accusés avaient rarement une véritable occasion de présenter des arguments. Le processus judiciaire était devenu un spectacle punitif destiné à légitimer des décisions déjà prises et à démontrer publiquement le pouvoir absolu de l'État sur la vie des individus. Les peines étaient délibérément disproportionnées. Des délits mineurs recevaient des châtiments sévères. Des commentaires critiques pouvaient entraîner des années de prison. Écouter des stations de radio étrangères, un délit caractérisé pendant la guerre, pouvait entraîner des peines de mort. Cette disproportion n'était pas un défaut du système, c'était sa caractéristique définitoire. L'objectif n'était pas la proportionnalité juridique, mais l'intimidation sociale. La publicité sélective de ces procès renforçait son impact. Les journaux informaient régulièrement sur des sentences exemplaires. Les cas étaient présentés de manière à ce que tout lecteur puisse potentiellement s'identifier à l'accusé. Il ne s'agissait pas de criminels professionnels ni de conspirateurs sophistiqués, mais de personnes ordinaires qui avaient commis des erreurs apparemment mineures. Le message implicite était clair: si cela est arrivé à quelqu'un comme toi, cela peut arriver à toi. Les exécutions, bien que moins fréquentes que d'autres types de châtiments, avaient un impact disproportionné. Pendant le Troisième Reich, des milliers de personnes ont été exécutées pour des crimes politiques. Ces exécutions n'étaient généralement pas publiques, au sens de spectacle de masse, mais n'étaient pas non plus totalement secrètes. L'information circulait de manière contrôlée. Les familles étaient informées tardivement. Les communautés l'apprenaient par des canaux informels. La connaissance que l'État était prêt à tuer ses propres citoyens pour des raisons politiques avait un effet paralysant profond. La guillotine est devenue le moyen d'exécution préféré pour les peines civiles. Son utilisation n'était pas accidentelle. C'était un instrument qui se connectait symboliquement à la Révolution française et à ses exécutions massives. Mais appliqué maintenant, non pas contre une aristocratie, mais contre des citoyens ordinaires considérés comme des ennemis de l'État. Le symbolisme était clair. Personne n'était au-dessus du pouvoir révolutionnaire du régime. La sanction a également acquis des dimensions économiques et sociales qui en élargissaient à la portée. La perte d'emploi était une sanction commune pour les personnes considérées comme peu fiables sur le plan politique. Dans une économie où l'État contrôlait de plus en plus les opportunités d'emploi, se retrouver sans travail pour des raisons politiques signifiait une marginalisation économique sévère. Cette menace était particulièrement efficace car elle touchait non seulement l'individu, mais aussi toute sa famille. La confiscation des propriétés, l'interdiction d'exercer certaines professions, l'exclusion des associations professionnelles, toutes ces mesures étaient des formes de punition qui détruisaient des vies sans nécessité d'emprisonnement physique. Elles étaient moins visibles qu'une arrestation, mais tout aussi dévastatrices. Et leur menace latente fonctionnait comme un rappel constant que la dissidence avait des coûts multiples et durables. Un aspect particulièrement efficace du système était son imprévisibilité. Il n'existait pas de relation claire et proportionnelle entre conduite et punition. Deux personnes ayant fait des commentaires similaires pouvaient avoir des destins radicalement différents. L'une pouvait être arrêtée immédiatement, l'autre pouvait ne pas subir de conséquences apparentes. Cette apparente arbitraire n'était pas un défaut du système, mais l'une de ses forces. L'imprévisibilité empêchait les gens de calculer les risques de manière rationnelle. Si la punition avait été prévisible et proportionnelle, les individus auraient pu évaluer jusqu'où ils pouvaient aller sans franchir la ligne. L'arbitraire éliminait cette possibilité. Personne ne pouvait être sûr de ce qui provoquerait exactement une réponse répressive. Cette incertitude élargissait l'espace de la peur bien au-delà des interdictions explicites. Le régime a également infligé des punitions exemplaires à des figures spécifiques pour envoyer des messages différenciés.
Lorsque des intellectuels respectés étaient arrêtés ou contraints à l'exil, le message était que l'éducation et le statut n'offraient pas de protection. Lorsque des leaders religieux étaient persécutés, il était démontré que l'autorité morale n'était pas non plus un bouclier. Lorsque des membres de familles aristocratiques traditionnelles étaient punis, il devenait clair que la lignée n'avait pas d'importance. Chaque type de victime exemplaire communiquait qu'aucun groupe social n'était à l'abri. Le cas des personnes exécutées après l'attentat manqué contre Hitler en 1944 illustre parfaitement cette fonction pédagogique. Les conspirateurs ont été soumis à des procès sommaires et exécutés de manière délibérément humiliante. Certains ont été pendus avec des cordes de piano pour prolonger leur agonie. Des enregistrements des exécutions ont été montrés à des cercles spécifiques comme avertissement. Le message n'était pas seulement contre la conspiration, mais contre toute forme imaginable de résistance organisée. Avec l'avancée de la guerre, les punitions se sont intensifiées. L'application de la peine de mort pour des crimes considérés comme du défaitisme ou de la subversion de l'effort de guerre s'est considérablement étendue. Des tribunaux militaires et civils prononçaient des sentences capitales avec une fréquence croissante. Cette escalade n'a pas amélioré le contrôle du régime. Elle révélait sa faiblesse croissante. Quand la peur doit constamment s'intensifier pour maintenir son efficacité, cela indique qu'elle perd son pouvoir structurel. Cependant, pendant la majeure partie du Troisième Reich, la punition exemplaire a fonctionné avec une efficacité troublante. Elle n'a pas nécessité de répression universelle, mais plutôt une répression sélective et visible. Chaque victime remplissait une fonction multiplicatrice. Son souffrance individuelle se transformait en leçon collective. La peur se propageait depuis des cas spécifiques vers des communautés entières. Les personnes apprenaient non par instruction directe, mais par observation. Elles voyaient ce qui arrivait aux autres et ajustaient leur propre comportement en conséquence. Cet apprentissage social de la peur était profondément efficace car il ne dépendait pas de menaces abstraites, mais d'exemples concrets. La terreur avait des visages, des noms, des histoires fragmentaires qui circulaient dans des conversations chuchotées. La punition exemplaire remplissait également une fonction de renforcement psychologique pour ceux qui avaient choisi la conformité. Voir d'autres punis confirmait que sa propre décision de rester silencieux avait été correcte. Cela générait une rationalisation rétrospective. « J'ai bien fait de ne pas m'impliquer. Regarde ce qui est arrivé à celui qui l'a fait. » Cette validation indirecte de l'obéissance renforçait le système de bas en haut. Avec le temps, la mémoire accumulée des punitions passées est devenue un élément dissuasif aussi puissant que les punitions présentes. Les gens se souvenaient d'histoires d'années précédentes, de personnes qui avaient disparu, de familles détruites. Cette mémoire collective de la terreur fonctionnait comme un avertissement permanent. Le régime n'avait pas besoin de punir constamment parce que le souvenir des punitions précédentes maintenait la peur vivante. Ainsi, la souffrance de quelques-uns s'est transformée en éducation pour des millions. La punition exemplaire n'éliminait pas seulement des individus considérés comme dangereux, elle modelait le comportement de masses entières qui ne seraient jamais touchées directement. C'était un système de contrôle extraordinairement économique en termes de ressources, mais dévastateur en termes d'impact psychologique. Lorsqu'une société apprend à travers la punition d'autrui, elle développe une forme d'obéissance anticipatrice. Elle n'a plus besoin d'être menacée constamment, car elle a intériorisé les leçons tirées de la souffrance des autres. La peur devient une sagesse sociale et le silence une stratégie de survie validée par des exemples que personne ne peut oublier. Le silence quotidien, comment l'obéissance est devenue une forme de survie. Au milieu des années 1930, le système de la peur avait atteint une phase de maturité inquiétante. Il ne dépendait plus d'épisodes spectaculaires de répression, ni du renouvellement constant de menaces visibles. La terreur s'était intégrée si profondément dans la vie quotidienne que l'obéissance ne se percevait plus comme une imposition externe, mais commençait à être vécue comme un choix rationnel, presque naturel. Des millions d'Allemands ne soutenaient pas nécessairement le régime avec un fervent idéologique, mais ne s'y opposaient pas non plus. Ils vivaient simplement à l'intérieur du système, s'adaptant à ses exigences par de petits renoncements quotidiens qui, accumulés, construisaient une culture nationale du silence. Cette phase de la peur était qualitativement différente des précédentes. Au cours des premières années, la terreur avait été visible et violente.
Puis, elle était devenue invisible et omniprésente à travers la surveillance mutuelle. Maintenant, elle se transformait en quelque chose de encore plus insidieux, une forme de vie normalisée. La peur n'avait plus besoin de se manifester constamment parce qu'elle était devenue le fond permanent de l'existence. Les gens avaient cessé de se demander si le système était juste et avaient simplement commencé à se demander comment vivre à l'intérieur sans attirer l'attention. Le silence quotidien n'était pas le produit d'une unique décision consciente, mais de milliers de petites adaptations. Une conversation politique évitée lors d'une réunion sociale. Une opinion non exprimée pendant un repas de famille. Une question qui se posait dans l'esprit, mais qui était écartée avant d'être formulée à voix haute. Chacune de ces renoncements semblait insignifiante en elle-même. Cependant, répétée jour après jour, année après année, elle construisait une transformation profonde dans la manière dont les gens se reliaient au monde et à eux-mêmes. La plupart des Allemands ne vivaient pas dans un état de terreur paralysante permanent. La vie continuait avec ses routines, le travail, les repas, les célébrations familiales, les promenades dominicales. Mais ces activités ordinaires se déroulaient maintenant dans un cadre invisible de restrictions intériorisées. Les gens avaient appris quels sujets éviter, quels gestes ne pas faire, quelles expressions faciales contrôler. Cette autocensure était devenue si automatique que beaucoup avaient cessé d'être conscients qu'ils la pratiquaient. Un des facteurs les plus puissants qui soutenait cette obéissance quotidienne était la protection de la sphère familiale. Pour beaucoup de personnes, le silence n'était pas justifié comme une lâcheté personnelle, mais comme une responsabilité envers des êtres chers. Le régime avait clairement indiqué que les conséquences d'un comportement jugé dangereux pouvaient s'étendre au-delà de l'individu. Des enfants qui perdaient des opportunités éducatives parce que leurs parents étaient marqués, des conjoints qui faisaient face à la marginalisation sociale, des familles entières qui souffraient de stigmatisation économique. Cette menace collective transformait le calcul moral. Prendre des risques individuellement pouvait sembler noble, mettre en danger ses propres enfants semblait irresponsable. Le régime avait réussi à transformer l'amour familial en un instrument de contrôle. Les gens rationalisaient leur silence non pas comme de la soumission, mais comme un sacrifice nécessaire pour protéger ceux qu'ils aimaient. Cette logique permettait de coexister avec le système sans éprouver une sensation constante de culpabilité consciente. Des mères et des pères qui, dans d'autres circonstances, auraient défendu des principes moraux, calculaient désormais chaque mot en pensant aux répercussions sur leurs enfants. Cette transformation n'était ni dramatique ni soudaine. Elle était progressive, presque imperceptible. Une mère qui cessait de commenter la disparition d'un voisin. Un père qui évitait de critiquer des politiques de travail injustes. Des grands-parents qui cessaient de raconter des histoires sur des temps antérieurs où les choses étaient différentes. Chaque silence était justifié comme une protection et cette justification le rendait psychologiquement supportable. Le secteur du travail a joué un rôle crucial dans cette normalisation de la peur. À la fin des années 30, l'État nazi contrôlait directement ou indirectement la plus grande partie de l'économie allemande. Des entreprises privées opéraient dans des cadres réglementaires stricts. Les industries stratégiques étaient sous supervision étatique. Les syndicats indépendants avaient été remplacés par le Front allemand du travail, contrôlé par le parti. Dans ce contexte, la stabilité de l'emploi dépendait de plus en plus de la démonstration de la conformité politique. Cette dépendance économique était particulièrement efficace car elle fonctionnait à la fois par des incitations et par des menaces. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter la punition, mais d'accéder à des opportunités. Promotion professionnelle, allocation de logement, accès à certains biens rares, tout cela pouvait être facilité par un affichage de loyauté apparente envers le régime. L'obéissance est ainsi devenue un investissement dans la stabilité et la mobilité sociale. Dans les usines et les bureaux, une culture d'ambiguïté calculée s'est développée. Les travailleurs ont appris à naviguer entre les exigences de productivité et les démonstrations de loyauté politique. Savoir quand participer à des actes du parti, quand faire des commentaires appropriés, quand montrer un enthousiasme suffisant sans aller jusqu'à sembler suspectement exagéré. Cette navigation constante nécessitait attention et énergie, mais elle est devenue une compétence sociale nécessaire. Les personnes ont appris à réaliser ce qui pourrait être appelé conformité performative.
assister à des actes du parti lorsque cela était nécessaire, saluer de manière appropriée, répéter des slogans minimaux dans des contextes publics, montrer un enthousiasme suffisant pour ne pas se démarquer par leur absence, mais sans nécessairement ressentir de conviction intérieure. Cette performance sociale est devenue une compétence quotidienne. La majorité des Allemands sont devenus des acteurs compétents de leur propre loyauté. Avec le temps, cette action constante a produit des effets psychologiques complexes. Il existe un phénomène connu en psychologie sociale où les gens commencent à aligner leurs attitudes internes avec leurs comportements externes pour réduire la dissonance cognitive. Lorsque quelqu'un agit de manière répétée comme s'il soutenait un système, même s'il le fait initialement par peur ou commodité, il peut finalement commencer à rationaliser ce comportement par des ajustements dans ses propres croyances. Tous les Allemands n'ont pas vécu ce processus, mais il était suffisamment commun pour avoir un impact social significatif. La frontière entre la conformité forcée et l'acceptation authentique est devenue floue. Beaucoup de gens ont cessé de savoir avec certitude ce qu'ils croyaient réellement, car ils avaient passé tant de temps à agir d'une certaine manière que leurs croyances internes s'étaient partiellement adaptées à leurs actions externes. Ce phénomène était particulièrement remarquable chez la génération la plus jeune, ceux qui avaient grandi totalement sous le régime nazi. Pour eux, les restrictions du système n'étaient pas une imposition nouvelle sur un monde antérieur plus libre, mais simplement la façon dont le monde fonctionnait. Ils n'avaient pas de mémoire claire de comment les choses avaient été auparavant, ce qui les privait du cadre de référence qui permettait aux générations plus âgées de reconnaître l'anormalité de leur situation. Le langage quotidien s'est également transformé profondément. Les conversations sont devenues prudentes, imprécises, chargées d'euphémismes et de sous-entendus. Les gens ont développé des façons de communiquer qui permettaient de transmettre des idées sans s'engager explicitement. Un regard, un ton de voix, un silence éloquent pouvaient communiquer du scepticisme sans l'exprimer verbalement. Ce langage indirect permettait de maintenir une certaine forme de connexion humaine tout en minimisant les risques. Certains mots et certains thèmes ont simplement disparu de la conversation publique, non pas parce qu'ils étaient explicitement interdits dans tous les cas, mais parce qu'ils étaient devenus dangereux par association. Parler de justice, de liberté ou de dignité humaine dans certains contextes pouvait être interprété comme une critique voilée. Les gens ont appris à communiquer par omission autant que par affirmation. Même la manière de penser en a été affectée. Beaucoup de personnes ont commencé à éviter de réfléchir profondément sur des sujets politiques ou moraux complexes, non pas parce qu'elles manquaient de capacité intellectuelle, mais parce que penser de manière critique engendrait de l'anxiété sans offrir de solutions pratiques. Si l'on ne pouvait pas agir sur ses propres conclusions, à quoi bon les atteindre? Cette réduction volontaire du champ d'intérêt agissait comme un mécanisme de protection psychologique. L'ignorance partielle est devenue un refuge émotionnel. Beaucoup d'Allemands ont cessé de demander des nouvelles des voisins disparus. Ils ont cessé de s'informer sur des événements troublants. Ils ont cessé de remettre en question des récits officiels manifestement faux. Ce n'était pas nécessairement parce qu'ils y croyaient, mais parce que les remettre en question mentalement générait un malaise qui ne menait à aucune résolution possible. Il était plus facile, psychologiquement, de ne pas savoir. Cette ignorance auto-imposée avait une fonction adaptative. Elle permettait aux personnes de continuer à fonctionner dans leur vie quotidienne sans le poids constant de la dissonance morale. Quand on en sait trop sur des injustices qu'on ne peut pas prévenir, la culpabilité peut devenir insupportable. Ne pas savoir, ou faire semblant de ne pas savoir, offrait un soulagement psychologique temporaire, même si cela avait un coût moral à long terme. Les espaces publics sont devenus des scènes où tous interprétaient des rôles prédéfinis. Lors de réunions sociales, les conversations restaient délibérément superficielles. On parlait de la météo, du travail en termes techniques, d'événements sportifs, de questions familiales non politiques. La politique était un territoire dangereux qui était évité par consensus tacite. Cette superficialité protectrice appauvrissait les relations sociales, mais offrait de la sécurité. Même dans l'intimité du foyer, la peur laissait des traces. Des couples qui avaient tout partagé commençaient à avoir des zones de silence. Pas toujours par méfiance mutuelle, mais par un désir partagé de ne pas mettre l'autre en danger par des confessions périlleuses. Ce silence protecteur pouvait être un acte d'amour,
mais créait aussi des distances émotionnelles. Les relations les plus proches acquéraient des zones d'opacité qui n'existaient pas auparavant. Certains mariages ont développé des codes privés, des façons de communiquer sur des sujets sensibles sans utiliser de mots explicites. D'autres ont simplement cessé de parler de certaines questions. Cette autocensure au sein du foyer représentait peut-être la pénétration la plus profonde de la peur dans la vie privée. Lorsque même dans l'intimité de la chambre à coucher, les gens ne se sentaient pas entièrement en sécurité pour exprimer leurs pensées, le contrôle avait atteint un niveau presque total. La propagande jouait un rôle complémentaire dans ce système, pas tant en convainquant activement, mais en saturant l'espace d'information publique. En occupant tous les canaux visibles avec un récit dominant, le régime réduisait l'espace mental disponible pour des voies alternatives. La répétition constante de messages officiels n'avait pas besoin d'être crue littéralement pour être efficace. Son omniprésence créait l'illusion qu'il représentait le consensus social. Cette illusion de consensus renforçait le silence individuel. Lorsque quelqu'un doutait du régime mais n'entendait personne d'autre exprimer des doutes similaires, il tendait à conclure que son scepticisme était minoritaire ou même unique. Cette perception d'isolement décourageait l'action. Résister seul semblait non seulement dangereux, mais également inutile. La fragmentation sociale antérieure, résultat de la surveillance mutuelle, rendait impossible de savoir combien d'autres personnes partageaient des doutes similaires. La radio était devenue un instrument fondamental de cette saturation propagandiste. Des programmes soigneusement conçus remplissaient des heures, mêlant divertissement et messages idéologiques. Écouter la radio était une activité quotidienne qui introduisait constamment la voix du régime dans l'espace domestique. Même ceux qui écoutaient avec scepticisme étaient exposés à maintes reprises au cadre conceptuel du nazisme. Avec le début de la guerre en 1939, la peur a pris de nouvelles dimensions. À la répression politique se sont ajoutées l'insécurité matérielle, les pertes humaines et l'épuisement physique et émotionnel. Dans ce contexte encore plus difficile, de nombreuses personnes ont priorisé la survie immédiate sur toute considération politique abstraite. Le silence s'est encore plus intégré comme réponse pratique à un environnement de plus en plus dangereux et chaotique. La guerre a également introduit de nouvelles formes de rationalisation. En période de conflit national, critiquer le gouvernement pouvait être perçu comme une trahison non seulement envers le régime, mais aussi envers les soldats qui combattaient sur le front. Beaucoup d'Allemands avaient des membres de leur famille dans l'armée. L'idée que l'expression de doute pouvait d'une certaine manière nuire à l'effort de guerre et mettre en danger ces êtres chers agissait comme un inhibiteur supplémentaire de la dissidence. Les privations matérielles de la guerre détournaient également l'attention. Se soucier de se procurer de la nourriture, d'éviter les bombardements, de garder la famille en vie est devenu une priorité absolue. L'espace mental pour la réflexion politique se réduisait lorsque les besoins de survie de base exigeaient une attention constante. La peur politique rivalisait avec des peurs plus immédiates et tangibles, la peur de la faim, des bombes, de perdre des êtres chers sur le front. Le rationnement de nourriture, les files d'attente sans fin, la recherche constante d'articles de première nécessité consommaient du temps et de l'énergie qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être consacrés à une réflexion critique. Ce n'était pas un accident. Un régime qui maintient sa population préoccupée par des besoins fondamentaux a moins de chances de faire face à des interrogations politiques profondes. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que les nouvelles du front devenaient moins optimistes, une forme de cynisme silencieux se développait. Les gens continuaient à répéter des slogans officiels en public, mais avec une conscience grandissante de leur fausseté. Cette dissociation entre le comportement externe et la croyance interne s'approfondissait. Cependant, cette conscience sceptique se traduisait rarement en action. L'habitude du silence était trop ancrée. Cette obéissance quotidienne a eu un effet cumulatif psychologiquement dévastateur. Plus le temps passait en silence, plus il devenait difficile de le rompre. L'inaction passée se transformait en poids psychologique. Parler aurait impliqué non seulement de faire face au régime, mais aussi de confronter ses propres décisions antérieures. Reconnaître que l'on était resté silencieux pendant des années, que l'on avait observé des injustices sans protester, que l'on avait priorisé la sécurité personnelle sur la résistance morale. Ce poids de la complicité silencieuse se mêlait à la peur de la punition future.
Rompre le silence après des années de conformité apparente pouvait être interprété comme particulièrement suspect. Pourquoi quelqu'un qui avait été obéissant pendant si longtemps décidait-il de se rebeller maintenant? Cette logique piégeait les gens dans leur propre histoire de soumission. Le silence passé devenait un argument pour le silence futur. Le silence se maintenait également par l'épuisement émotionnel. Vivre sous une peur constante, même une peur normalisée, consomme de l'énergie psychologique. Beaucoup de personnes étaient tout simplement fatiguées. Fatiguées de calculer chaque mot, fatiguées de surveiller chaque geste, fatiguées de la tension permanente. Cet épuisement ne générait pas de résistance héroïque, il générerait de l'apathie. L'obéissance devenait le chemin de moindre résistance émotionnelle. Pour la plupart des Allemands, la vie sous le Troisième Reich n'a pas été une expérience d'héroïsme ni de vilenie claire, mais d'adaptation graduelle à des circonstances qui semblaient impossibles à changer individuellement. Chaque petite renonciation était justifiable en elle-même. Mais ces milliers de petites renonciations, multipliées par des millions de personnes pendant des années, ont construit un système de contrôle qui fonctionnait non principalement par la violence ouverte, mais par l'intériorisation collective de la peur. Ainsi, le silence quotidien est devenu la forme la plus profonde et durable de la terreur nazie. Il ne criait pas, ne s'exhibait pas, n'avait pas besoin de se renouveler constamment. Il existait simplement comme l'air que l'on respire, comme l'eau où nagent des millions de personnes qui ont appris à ne pas faire de vagues. Et lorsque le silence devient une routine, lorsque l'obéissance se transforme en un habit inconscient, le régime atteint sa forme la plus parfaite de contrôle. Lorsque la peur a perdu sa voix, les fissures finales d'une nation paralysée, le système de la peur qui avait maintenu l'Allemagne en silence pendant plus d'une décennie ne s'est pas effondré de manière soudaine ni dramatique. Il n'y a pas eu de moment unique où la terreur a cessé de fonctionner, aucun instant précis où des millions de personnes ont décidé simultanément de rompre leur silence. Ce qui s'est produit a été un processus d'érosion graduelle, une usure lente et inégale qui a commencé lorsque la peur a cessé d'accomplir sa fonction fondamentale, offrir une illusion de contrôle et de survie au sein du chaos. Au cours des premières années du régime, la peur avait été efficace car elle était accompagnée d'une promesse implicite. Si l'on obéissait, si l'on évitait de se démarquer, si l'on s'adaptait aux exigences du système, on pouvait conserver une vie relativement stable. Cette promesse, bien que fragile et trompeuse depuis le début, donnait un sens rationnel au silence. L'obéissance offrait au moins la possibilité de sécurité. Cependant, à mesure que la guerre avançait et que la réalité matérielle se détériorait dramatiquement, cette logique commença à se fissurer depuis ses fondations. Les bombardements alliés ont introduit une forme de terreur que le régime ne pouvait pas contrôler, doser ni diriger stratégiquement. Contrairement à la peur politique, qui avait été sélective et pédagogique, en punissant des individus spécifiques pour éduquer des masses entières, la violence aérienne était radicalement indiscriminée. Elle détruisait des quartiers entiers sans distinguer entre fidèles et dissidents. Elle tuait des civils qui avaient tôt montré une obéissance exemplaire pendant des années. Elle réduisait en ruine des foyers où le silence avait été soigneusement maintenu pendant plus d'une décennie. Ce changement a eu un impact psychologique profond et déstabilisant. La terreur politique a fonctionné parce qu'elle semblait rationnelle dans sa propre logique perverse. Il existait des règles implicites, bien que brutalement injustes. Il y avait des comportements qui augmentaient le risque et des comportements qui le réduisaient. La terreur de la guerre totale, en revanche, manquait complètement de cette logique. Respecter les exigences du régime ne garantissait plus de protection. Se taire n'offrait plus de sécurité. L'obéissance perdait sa valeur en tant que stratégie de survie. À mesure que les villes allemandes étaient systématiquement dévastées, la narration officielle a commencé à perdre sa crédibilité de manière irréversible. La propagande insistait obsédément sur la victoire finale, sur des armes miraculeuses qui changeraient le cours de la guerre, sur la supériorité inévitable du peuple allemand. Mais l'expérience quotidienne contredisait constamment ces messages. Des ruines fumantes, une pénurie croissante de nourriture, des listes interminables de morts et de disparus devenaient des preuves impossibles à ignorer ou à rationaliser. La peur était toujours présente, peut-être plus intense que jamais, mais elle n'organisait plus le comportement social de la même manière qu'auparavant.
Elle avait perdu sa fonction structurante. Les gens avaient toujours peur, mais cette peur ne se traduisait plus automatiquement par l'obéissance, car l'obéissance elle-même avait cessé d'offrir une protection réelle. Dans ce contexte de désintégration progressive, des fissures commencèrent à apparaître dans le silence collectif. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ouverte ni d'un éveil massif immédiat. Les manifestations étaient dispersées, fragmentées, souvent encore prudentes. Des commentaires plus audacieux dans des abris anti-aériens où des inconnus partageaient la même terreur. Des critiques voilées entre des personnes qui avaient tout perdu et n'avaient plus grand-chose à perdre. Des expressions de fatigue et de désespoir qui auparavant auraient été complètement impensables. Les refuges anti-aériens, paradoxalement, sont devenus des espaces où le contrôle social traditionnel s'affaiblissait temporairement. Dans l'obscurité partagée, pendant que les bombes tombaient au-dessus, les hiérarchies sociales s'estompaient. La mort imminente égalait temporairement tous. Dans ces moments de terreur partagée, certaines personnes commençaient à exprimer ce qu'elles avaient gardé silencieux pendant des années. Pas nécessairement des actes de résistance organisés, mais de simples expressions d'épuisement, de frustration et de désespoir. L'effondrement progressif des structures administratives a également affaibli l'appareil de la peur. À mesure que l'État consacrait des ressources croissantes à l'effort de guerre désespéré, la capacité de surveillance interne en souffrait. La bureaucratie de la terreur, si méticuleuse et omniprésente en temps de relative stabilité, a commencé à montrer des failles évidentes. Ordres contradictoires, retards administratifs, absence de suivi efficace. Le système restait brutal lorsqu'il agissait, mais il n'était plus omnipotent ni omniprésent. La Gestapo, qui avait fonctionné par la perception de son ubiquité, faisait désormais face à des limitations de ressources de plus en plus sévères. Beaucoup de ses agents avaient été réaffectés à des fonctions militaires ou policières plus urgentes. Les systèmes de dénonciation civile continuaient de fonctionner, mais la capacité de l'appareil à enquêter et à agir sur chaque dénonciation avait diminué. La probabilité réelle d'être puni pour des infractions mineures diminuait, bien que la menace existât encore pour les cas considérés comme graves. La justice politique, qui avait fonctionné comme un instrument exemplaire pendant des années, devient de plus en plus erratique et même contre-productive. Les tribunaux continuaient à rendre des sentences sévères, les tribunaux populaires poursuivaient leurs procédures sommaires, les exécutions pour défaitisme ou trahison se multipliaient. Cependant, l'impact social de ces châtiments diminuait. Dans une société où la mort était omniprésente et quotidienne, où des milliers mourraient chaque semaine sous les bombardements, la menace d'exécution perdait une partie de son effet dissuasif différentiel. Cet paradoxe était significatif. Le régime intensifiait la répression précisément lorsque celle-ci perdait son efficacité. Les exécutions augmentaient, mais sa capacité à terrifier la population générale diminuait. La peur continuait d'exister, mais elle devait maintenant rivaliser avec d'autres peurs plus immédiates. La peur de mourir sous les bombes, de perdre des proches au front, de mourir de faim dans un pays de plus en plus dévasté. En même temps, la guerre a exposé des millions d'Allemands à des réalités que le régime avait tenté de maintenir éloignées de l'espace civil pendant des années. Des soldats revenant du front, blessés ou en permission temporaire, apportaient avec eux des récits impossibles à réconcilier complètement avec la narration officielle. Bien que beaucoup de ces histoires soient partagées à voix basse et avec prudence, leur accumulation progressive sapait la cohérence du discours dominant. Des réfugiés de l'Est, fuyant l'avancée soviétique, arrivaient avec des témoignages de défaites militaires qui contredisaient les proclamations de victoire imminente. Des civils évacués de villes détruites apportaient avec eux des preuves physiques de la dévastation que la propagande tentait de minimiser. Cette circulation d'informations alternatives, bien que toujours limitée et fragmentaire, créait des fissures dans le monopole informationnel du régime. La distance croissante entre la propagande et l'expérience vécue a généré une forme particulière de cynisme épuisé. Les gens continuaient à répéter des slogans en public quand c'était absolument nécessaire, mais avec une conscience de plus en plus transparente de leur fausseur. Cette dislocation affaiblissait l'efficacité émotionnelle de la peur. Obéir n'impliquait même plus un simulacre de croyance,
mais uniquement un calcul de survie immédiate de moins en moins fiable. Au cours des dernières années de la guerre, le régime a répondu à sa perte de contrôle en intensifiant dramatiquement la répression. Loin de diminuer, les exécutions, les punitions arbitraires et les menaces ont augmenté. Les tribunaux militaires et civils imposaient des peines de mort avec une fréquence croissante. De nouveaux délits ont été créés, les définitions de trahison se sont élargies, l'arbitraire des sanctions a atteint des niveaux extrêmes. Cependant, cette intensification n'a pas restauré le contrôle perdu. Au contraire, elle a révélé le désespoir croissant du système. La peur n'était plus appliquée avec la précision chirurgicale des années précédentes, mais de manière de plus en plus chaotique et contre-productive. Lorsque la punition devient complètement arbitraire et imprévisible, lorsque tout le monde peut être puni indépendamment de sa conduite réelle, l'incitation à obéir se dilue paradoxalement. Cet excès répressif a eu un effet particulièrement notable au cours des dernières semaines du régime. Exécution sommaire de supposés déserteurs, punition publique pour défaitisme, persécution paranoïde de traîtres imaginaires. Ces actions ne généraient plus d'obéissance généralisée. Elles généraient de l'horreur, bien sûr, mais aussi un mélange de résignation, d'incrédulité et, dans certains cas, une forme épuisée de distanciation émotionnelle. La désintégration du tissu social a atteint son paroxysme durant cette période finale. La confiance avait déjà été détruite des années auparavant par la surveillance mutuelle. Maintenant s'ajoutait l'épuisement physique et émotionnel absolu. Les gens étaient fatigués d'avoir peur, fatigués de se taire, fatigués de s'adapter à un système qui, de toute façon, ne pouvait plus les protéger. Cette fatigue ne se traduisait pas nécessairement par une résistance active organisée, mais plutôt par une apathie croissante face aux exigences de plus en plus absurdes du régime. Dans de nombreux cas, le silence a persisté, mais il avait fondamentalement changé de nature. Ce n'était plus un silence stratégique calculé pour maximiser la survie. C'était un silence vide, produit de l'épuisement plus que du calcul. Il ne protégeait plus rien, car il ne restait plus grand-chose à protéger. C'était simplement l'absence d'énergie pour parler dans un environnement où parler avait cessé de sembler pertinent. À mesure que l'effondrement militaire devenait inévitable même pour les plus optimistes ou naïfs, le régime tenta d'appeler à une loyauté absolue, presque suicidaire. La narration officielle exigeait une résistance jusqu'au dernier homme, un combat jusqu'à la mort, un sacrifice total pour la victoire finale. Cependant, cette exigence heurtait de front des années d'obéissance basées précisément sur le calcul de la survie. La peur avait appris à des millions de personnes à s'adapter, à céder, à privilégier la sécurité personnelle et familiale sur des principes abstraits. Elle avait érodé systématiquement toute tradition de sacrifice héroïque pour des causes transcendantes. Lorsque ce type de sacrifice fut finalement exigé, le système découvrit qu'il avait créé une population conditionnée à la soumission pratique et non au héroïsme autodestructeur. Au cours des dernières semaines, avant l'effondrement final, la violence interne a atteint des niveaux grotesques. Exécutions sommaires par des tribunaux improvisés, lynchage de présumés traîtres, punitions désespérées pour le moindre signe de manque de volonté de lutter. Ces actions ne généraient plus le type d'obéissance utile dont le régime avait besoin. Elles généraient une paralysie, une horreur passive, ou, dans certains cas, des formes désespérées d'évasion. Des soldats qui faisaient défection, des civils qui se cachaient, des fonctionnaires mineurs qui cessaient simplement d'exécuter des ordres impossibles. Il ne s'agissait pas d'une résistance organisée au sens politique traditionnel, mais d'une désintégration moléculaire du système. La peur restait réelle et puissante, mais elle ne parvenait plus à produire le comportement que le régime exigeait. Il ne pouvait plus soutenir une structure étatique et militaire en décomposition accélérée. L'effondrement final du régime n'a pas entraîné de fin immédiate au silence. Lorsque les forces alliées ont occupé l'Allemagne, de nombreux Allemands ont continué à se taire, mais pour des raisons différentes. Ce n'était plus la peur de la punition du régime nazi, mais un mélange complexe de honte, de confusion, d'épuisement et d'une incapacité psychologique à traiter ce qui s'était produit. Des années d'autocensure ne se renversent pas instantanément. L'habitude du silence a survécu au système qui l'avait créé. Les personnes qui avaient appris pendant plus d'une décennie à ne pas parler de certains sujets,
à ne pas poser de questions gênantes, à ne pas exprimer de critiques, ne retrouvaient pas cette capacité du jour au lendemain. La peur avait modifié des structures mentales profondes. Beaucoup d'Allemands ont alors été confrontés à une amère paradoxe. Ils s'étaient tus pendant des années comme stratégie de survie, comme moyen de protéger leur famille, comme réponse rationnelle à un système irrationnel. Maintenant, ils devaient vivre avec les conséquences de ce silence. La peur qui leur avait semblé protectrice pendant un temps s'était transformée en un fardeau psychologique et moral qu'ils porteraient pendant des décennies. Le silence d'après-guerre était différent du silence sous le régime, mais il y était connecté. Ce n'était pas la peur de la punition immédiate, mais la difficulté de confronter ce qui avait été fait et ce qui avait été permis par l'inaction. Il était plus facile, psychologiquement, de continuer sans parler que de faire face pleinement à l'ampleur de ce qui s'était passé et au rôle que le silence lui-même avait joué pour le permettre. Ainsi, la peur qui avait maintenu toute une nation dans le silence ne s'est pas terminée par une explosion libératrice, mais par un épuisement graduel. Elle s'est éteinte lentement, non pas parce qu'elle a été héroïquement vaincue, mais parce que le système qui la soutenait s'est désintégré sous le poids de ses propres contradictions et de forces externes qui se sont finalement révélées plus puissantes. Le système de la terreur avait fonctionné de manière extraordinairement efficace tant que la peur avait une fonction claire, offrir une logique de survie, aussi brutale soit-elle. Lorsque cette fonction a disparu, lorsque l'obéissance a cessé de garantir la protection, lorsque le silence ne servait plus à rien, la peur a perdu sa capacité structurante. Elle est restée suspendue dans le vide comme un écho persistant d'une époque où se taire avait semblé, pour des millions de personnes, la seule façon possible de continuer.